En septembre 77, deuxième essai, on laisse Londres. L'objectif, c'est l'Australie. Comme j'ai dit, l'itinéraire n'est pas nécessairement fixé. On se laisse aller selon les rencontres, selon les événements. Je ne sais pas si je l'ai dit. Donc, on a à ce moment-là, on a un budget là, de 1500 $, me semble. Donc, bon, on retraverse l'Europe en stop, en train. On a dû faire là, quelques arrêts en cours de route aussi. Et on arrive en Turquie. Et finalement, donc, c'est ça, on va traverser là, la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde pour arriver pour l'Australie. Euh, on voyageait léger. Donc, c'était pas là, des gros sacs à dos, là. C'était quasiment des baluchons. L'idée, c'est qu'on aurait aimé se mêler à la foule, mais bon, c'était un peu difficile. Ceci dit, dès que je suis arrivée en Turquie, j'ai compris que je devais me couvrir. Donc, je portais tout le temps des voyages. Je n'ai porté que des jupes et des robes longues. J'avais aussi, j'avais un foulard, donc je me couvrais les cheveux. Euh, et donc en Turquie, on va rester, je ne sais pas, un mois ou deux, probablement une couple de mois. L'idée aussi, donc oui, donc à l'époque, cette route d'Istanbul à Delhi, donc certains l'appelaient le Hippie Trail. Donc, d'autres voyageurs, évidemment, avaient passé par là avant nous. La plupart avaient comme objectif l'Inde, le berceau de la spiritualité orientale et tout ça. Bon, moi, j'étais pas dans ce mood-là. Je ne savais même pas sur une carte où était l'Inde. Okay? J'y allais vraiment au jour le jour. On arrivait en Turquie, j'étais en Turquie, j'avais ma carte de la Turquie, puis on décidait à peu près au hasard, donc, où on allait aller. Mais donc, ce hippie trail, oui, on a fait la route donc d'Istanbul à Delhi, mais toujours en dehors des sentiers battus. Donc, on essayait, on sortait vraiment des sentiers battus, on essayait d'aller autant que possible, soit plus au sud, soit plus au nord, dans les petits villages, dans les régions tribales. Ben, de toute façon, tous ces pays-là, à l'époque, là, en dehors des villes, on est dans des régions tribales. Euh, 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 il y a évidemment plein d'aspects qui ont retenu mon attention. Il y a plein d'éléments là, que sur lesquels je pourrais parler. Il y a quand même là, quelques éléments qui ont vraiment retenu mon attention dans ces mondes-là, entre autres les souks, la réalité des souks. Donc, il y en avait au Maroc, il y en a en Turquie, il y en a en Iran. Ces espaces des souks sont quand même là, mis, donc c'est énorme. On peut facilement s'y perdre. Et c'est pas uniquement donc des échoppes où on vend tissus, nourriture et tout, mais à l'époque, c'était des lieux aussi où tous les métiers se retrouvaient. Donc, tous les métiers d'artisans, okay? Que ce soit le cordonnier, le tailleur, le teinturier, le chaudronnier. Donc, et ils sont tous regroupés. Et on peut finalement se déplacer, s'orienter dans le souk par les bruits hein, des différents corps de métier et par les odeurs. Donc ça, les souks, c'est des lieux qui quand même m'avaient beaucoup fasciné. Un autre élément aussi, dès le Maroc et après, bon, ça a continué évidemment là, à travers la Turquie, l'Iran et tout, c'était donc, toute cette dimension autour de la corporéité. Une corporéité donc très différente de la corporéité occidentale, qui est assez donc policée
hygiéniste, une approche assez hygiéniste du corps. Là, je découvrais donc des gens qui, au Maroc, et là, Turquie, Iran et tout, donc des gens qui vivaient l'essentiel de leur vie à même le sol, dans les maisons et tout. Donc ça, déjà, je découvrais, tu sais, la corporéité, cette façon différente d'habiter un corps, d'habiter l'espace, de se mouvoir dans l'espace, le rapport au corps. La position accroupie, que les gens donc pouvaient tenir pendant des heures, tu sais, accroupis autour d'un feu. Donc tout ça, moi, je découvrais ça. Le fait de pouvoir cracher, roter en public. C'est ça, quand je dis, il y a un contraste avec cette corporéité occidentale, là, très, très policée et très... donc, c'est ça, c'était un autre rapport au corps là, que je découvrais. Donc, on va traverser la Turquie. Et là aussi, donc, beaucoup dans les régions tribales. On va arriver en Afghanistan. Non, non, en Iran. Et là, donc, l'Iran, j'avais déjà, donc, quand même, là, découvert plein de choses en Turquie, entre autres sur la civilisation arabo-musulmane. En Iran, quand même, il y a à la fois la civilisation perse et ensuite arabo-musulmane. Et là, la grandeur, là, les mosquées, les palais, les jardins, les travaux d'architecture, d'ingénierie, c'est absolument à couper le souffle, là. Euh, donc, des fois en plein désert, là, dans le sud de l'Iran, en plein désert, des villes entières, ben, traditionnellement, là, donc, les travaux d'irrigation là, pour nourrir les champs et nourrir les jardins du palais. Et, je me dis, nos ingénieurs aujourd'hui, là, il y en aurait, il y en aurait à apprendre de ces gens-là. Mais, donc, et les mosquées, bon, très souvent, je ne pouvais pas rentrer, là, tu sais. J'étais une infidèle après tout, là, tu sais. Je ne pouvais pas rentrer, mais quelle beauté, quelle grandeur, là, tu sais. Et donc, en Iran, tu sais, toutes les villes, là, Ispahan, Shiraz, Persépolis. Et encore là, comme je dis, nous, on n'avait pas le temps, là, tu sais, on avait tout le temps, en fait. Donc, si on arrivait à Shiraz, puis on se disait, OK, on reste ici une semaine, on restait là une semaine, là, tu sais. Et encore là, où on dormait, ben, des fois, on rencontrait des gens, les gens nous invitaient chez eux, les locaux, où on prenait les tout petits hôtels, pour les locaux, pour les voyageurs locaux. Donc, tu sais, il fallait étirer là, notre 1500 $ jusqu'à 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 Delhi. Bon, on ne pensait pas le faire jusqu'en Australie, mais en tout cas, au moins, il fallait l'étirer le plus possible. Euh, et donc, l'Iran, euh, une ville aussi à la frontière. Attends, je regarde, c'est pas... euh, Mashhad. Mashhad, une ville aussi avec une mosquée là, absolument extraordinaire. Euh, on va arriver en Afghanistan. Avant de parler de l'Afghanistan, parce que c'est particulier aussi, euh, en fait, on vivait vraiment, donc on essayait on sortait des sentiers battus, on allait dans les petits villages ou dans les petites villes, on voyageait léger. La seule chose, ben, nos passeports étaient bon, ce qu'on avait de plus précieux, évidemment, là. Mais Warwick avait une caméra, rien d'énorme, rien de gros, rien de flash, mais bon, c'était quand même une caméra, c'est peut-être le seul objet là, de valeur qu'on avait. Mais c'est un excellent photographe, donc il a pris beaucoup, beaucoup de photos. Beaucoup de films ont été perdus, malheureusement. On les envoyait, mais soit chez mes parents ou chez des amis, mais tous ne sont pas rendus. Euh, et donc, mais, bon, est-ce que c'est de la chance? Je ne sais pas. Tout dépend si on croit ou non au concept de chance. On était prudents. Mais on n'a pas eu de gros pépins. Parce que, tu sais, en route, sur cette route-là, de temps en temps, tu rencontres des voyageurs. Allemands, japonais, canadiens, américains, français. La plupart, ça va bien, mais quand même, tu en rencontres beaucoup que
ils ont eu du trouble. Ils se sont fait voler, ils se sont fait attaquer, ils sont tombés malades, ils se sont fait voler le passeport ou l'argent, ou tu sais, toujours. Bon, on n'avait pas de ces histoires-là. Tu sais. Mais il y a deux petits événements quand même. Donc, on est en Turquie, on est au Cappadoce. On est les deux tout seuls. On avait passé la journée dans ce lieu assez extraordinaire du Cappadoce. Et on retournait dans notre campement, je ne sais pas ce que c'était, à la nuit tombée. C'était quelques kilomètres de marche. Et là, donc, il y a 4 ou 5 jeunes Turcs qui nous abordent. Ils ont des armes blanches et ils ont un gros paquet d'argent. Et là, donc, Warwick, tu sais, me met tu sais, derrière lui. Et là, donc, l'idée, c'est qu'ils vont m'acheter. Donc, ils sont là pour bargainer, pour m'acheter. Et là, Warwick, quand même, bon, ça faisait quelques semaines qu'on était en Turquie. On s'intéressait beaucoup à l'islam. On visitait les mosquées quand on pouvait. Et on avait appris, donc, des prières, des versets du Coran. Et donc, là, Warwick a donc tout sorti, ce qu'il connaissait en termes de versets du Coran. Et donc là, ça les a vraiment, là, ça les a, je me rappelle encore, ils ont comme fait, oh, OK, désolé, là, tu sais, il est converti, là. Donc, tout, puis ils sont partis. Et une autre fois, c'était à la frontière de la Turquie et de l'Iran. Là, on prenait un train, on pouvait juste passer la frontière en train. Ben, sauf ceux qui avaient un véhicule, mais on n'avait pas là, de véhicule. Et à une des gares, au moment où on allait quitter le pays, on est arrêté et notre wagon, mais d'autres wagons reçoivent là, il y a des pierres, des grosses pierres qui sont lancées depuis le quai et qui vont faire quelques blessés quand même, qui vont casser toutes les vitres du wagon, qui vont faire quelques blessés. Et on nous a expliqué par après que c'était donc des combattants kurdes. On était vraiment dans cette région chaude, là, des combattants kurdes, donc qui attaquaient comme ça assez régulièrement les trains. Donc, tu sais, on était conscient là, de certains enjeux géopolitiques dans certaines régions qui allaient donc certains vraiment escalader hein, au fil des ans ou des décennies. Mais à l'époque, je te dirais, on était quand même, et dans le monde aussi, à part la guerre froide, hein, on est au milieu des années 70, à part la guerre froide, le monde est dans un état de paix relative. C'est sûr qu'il y a des poches chaudes, là, des conflits géopolitiques ici et là, mais... Euh, et donc, on arrive en Afghanistan. On est quand, là? Donc, on a laissé Londres autour de septembre. On a fait la Turquie, l'Iran. On arrive en Afghanistan en début décembre 77. Et en traversant la frontière, j'ai compris que je rentrais dans un autre monde. En traversant la frontière, je me suis, pour moi en tout cas, comme femme occidentale, ça a fait, j'ai relaxé. Parce que j'avoue qu'à travers la Turquie et l'Iran, même si c'est des pays absolument extraordinaires, c'est du monde absolument extraordinaire, j'étais pas toujours, tu sais, je me sentais pas relax dans les endroits publics, dans les souks. Dans les régions tribales, au sud, dans les villages, pas de problème, ça allait bien. Mais quand on était dans les villes, là, Istanbul, Téhéran, c'est ça. Je ne pouvais pas être moi-même. Je sentais qu'on. C'est ça. Euh, et donc, mais en Afghanistan, ça a été. C'est pas ça du tout, du tout. C'était comme. Ah, tout à coup, j'étais bien. Je n'étais pas femme occidentale qu'on regarde ou qu'on essaie d'aborder ou qu'on. Bon. Euh, donc, on a traversé, là aussi, on a traversé toute l'Afghanistan. Herat. Bon, c'est quoi les villes? Herat. Attends, il y en avait d'autres. Kandahar. Non, c'est-tu au. Désolé. C'est ça. Herat, Kandahar, Kaboul.
OK? Donc, quelques semaines là, à visiter ces régions-là. Encore là, donc, toujours plus dans le sud, dans les régions tribales, découvrir l'Afghanistan. Et de Kaboul, on entend parler de Bamiyan. Bamiyan, qui est à 200 quelques kilomètres au nord de Kaboul, qui est dans le Hindou-Kush et qui est l'endroit des fameuses statues du Bouddha. C'est ça. Je voulais vous montrer une des photos. Je ne sais pas si on les prend là. Oui, tu peux la montrer comme ça. Donc, on est dans l'Hindou-Kush. C'est des statues du Bouddha. Ça, c'en est une. Statues du Bouddha qui ont été construites entre l'an 300 et 700. À l'époque, donc Bamiyan est un centre culturel, un centre religieux bouddhiste très important. Okay? Parce que quand le bouddhisme est né en Inde, il va se répandre vers le nord, il va aller vers l'est, mais au début, il va aller vers l'ouest, okay? Donc vers l'Afghanistan. Puis Bamiyan était vraiment donc un de ces lieux bouddhistes religieux, donc très importants. Les statues du Bouddha, donc c'est ça, elles sont donc sculptées à même là, la falaise de grès. Et les troglodytes qu'on voit à l'époque, donc il y avait quand même quelques monastères bouddhistes au moment donc, de l'essor là, du bouddhisme dans la région. Et quand nous, on a visité Bamiyan, les troglodytes étaient encore habités par certaines familles. Donc, les Bouddhas vont avoir un premier niveau de destruction quand l'islam arrive, quand les musulmans arrivent, et vont être, ben, c'est ça, là, en quelle année? En 2001, complètement détruites là, par les talibans. Et donc, on avait fait la route jusqu'à Bamiyan, et là, il faut que je vous montre les transports, entre autres. Là. C'est en autobus afghan, mais tous les véhicules qu'il y avait en Afghanistan à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de voitures, mais il y a des autobus et des camions de transport, et qui sont des œuvres d'art en soi. Là. C'était magnifique de voir comment les camions et les autobus étaient décorés. Et donc, on va se rendre à Bamiyan en autobus. On arrive là-bas, évidemment, bon, on est les seuls étrangers. Notre projet, c'était de rester donc quelques jours, mais il y a une tempête de neige. On est dans l'Hindou-Kush, il y a une seule route, et puis déjà la route, puis je vous dis, les routes avec les autobus de l'époque, les routes dans l'Hindou-Kush, les chauffeurs étaient absolument extraordinaires, OK, mais ils étaient cow-boys, hein? Et tu n'avais pas d'autre choix que de faire comme les autres passagers, tu remets ton destin dans les mains d'Allah, OK, c'était vraiment ça, les gens prient tout le long. Parce que le cap est là, c'est des petites routes, là, le cap est là, puis il est profond, le cap. Mais donc, il y a une tempête de neige, on est obligé de rester obligé. Donc, on reste à Bamiyan parce que les gens disent, écoutez, la seule route, le seul autobus, il ne se passe rien, là, vous n'avez pas le choix. Donc, on passe Noël à Bamiyan. Et il me dit, donc, on a là les statues du Bouddha, un ancien centre bouddhiste, qui est devenu donc un pays musulman, une région musulmane, et on est là pour Noël, la fête chrétienne. Donc, il me dit, c'est la totale. Et donc, il y a une famille qui nous prend sous son aile. Moi, j'essaie de me rendre utile, OK? Donc, soit au champ ou n'importe où. Ben là, il n'y avait pas de travail au champ vraiment parce que c'était l'hiver. Mais j'essaie de me rendre utile et comme donc partout ailleurs, finalement, les enfants sont plus efficaces que moi. Là, moi, je suis bonne à rien. Donc, que ce soit pour faire la cuisine ou moudre le grain ou carder la laine ou, écoute, j'essaie, mais bon, juste pour, ils sont gentils, en me permettant de faire quelques affaires, là, mais évidemment, les enfants dans toutes ces régions-là ou les pays où j'ai visité, à l'époque, là, je les trouvais quand même, ils m'épataient, les enfants, là. Ils étaient, 7-8 ans, ils sont autonomes, ils sont responsables, ils savent ce qu'ils ont à faire.
Quand il y a de l'école, ils vont y aller. Quand il y a une école dans le coin, ils vont y aller 2, 3 heures par jour, mais là, c'est suffisant. Le reste du temps, ils apprennent les compétences, les expertises qui sont utiles pour eux, au champ ou à la maison, que ce soit des garçons ou des filles. Là. Donc, les enfants, ils m'avaient quand même toujours épaté. C'est des enfants, tu les entends jamais chialer. Ils se plaignent jamais. C'est sûr que là, moi, ça faisait contraste avec les enfants là, en Occident. Donc, on reste à Bamiyan et on va redescendre à Kaboul après Noël. Donc, une fois que la route a été dégagée. Et de Kaboul, on va... oui, donc, c'est sûr, aujourd'hui, là, les gens disent, mais oui, aujourd'hui, c'est les talibans, oui, la place de la femme, et donc tout ça, là. Mais sincèrement, à l'époque, moi, quand je suis arrivée en Afghanistan, je venais de connaître la Turquie et l'Iran, et j'ai vu une grosse différence. En tant que femme, je me sentais bien, okay? Je me sentais tout à fait à l'aise. Et je vais reconnaître un peu cette crispation comme femme ou ces regards donc, à mon égard dès qu'on va revenir, quand on va arriver au Pakistan. Donc, l'Afghanistan, pour moi, c'était comme un havre. En tant que femme, c'est comme un havre de paix. Donc, c'est fou hein, de penser à ça, alors qu'aujourd'hui, quand on regarde ce que les talibans ont fait, mais c'était vraiment un havre de paix. Et donc, c'est juste montrer. Ah, je ne l'ai pas. Est-ce que je l'ai montré, celle-là? Non. C'est une autre, là, tout près de Bamiyan aussi, là, dans l'Hindu Kush. Donc, toutes les maisons, ou mettons 2, 3 maisons, une famille élargie, avaient tous des murs d'enceinte comme ça. Donc, l'Hindu Kush, toute cette région-là, c'est des régions aussi où il y avait quand même un certain niveau de banditisme. Je ne sais pas, écoutez, je ne connais pas assez, je ne peux pas dire, est-ce que, où ça faisait partie de la culture de faire des raids, hein, d'aller enlever soit des animaux, soit des femmes, de faire des raids. C'est quand même, l'Afghanistan a résisté à plusieurs envahisseurs, dont les Britanniques, les Russes, les Américains. Il faut le faire, là. OK? Donc, ils ont vraiment une culture de guérilla aussi, là, qui date pas, qui n'est pas récente, là. Mais donc, ces murs d'enceinte protégeaient les maisons, les villages, des raids, des tribus environnantes ou autres, je ne peux pas donner, là. Je ne sais pas plus que ça. Donc, on va se rendre depuis Kaboul. On continuait notre route. Il fallait se rendre donc au Pakistan. Et là, on traverse le Khyber Pass, qui à l'époque était quand même une région assez chaude, où il y avait, donc c'est ça, là, beaucoup d'attaques des autobus là, qui traversaient le Khyber Pass. Mais bon, on l'a traversé. Mais il y a un poste frontière. Et, à l'époque, ça ressemblait à peu près à ça, dans les environs du poste frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Donc ça, cette photo-là, donc toutes les photos jusqu'ici, c'est Warwick qui les a prises, là. Donc le poste frontière ressemblait à ça. Il y avait un vrai petit poste frontière, là, mais tu sais. Et ça aussi, un chamelier qu'on avait rencontré donc au poste frontière. Donc, aucune idée comment le poste frontière aujourd'hui, à quoi ça ressemble entre l'Afghanistan et le Pakistan, c'est ça.